Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Ce dont nous allons parler aujourd'hui serait dû principalement à des difficultés de communication et peuvent nuire à la relation parents-enfants si elles sont intenses et fréquentes. Il s'agit des incompréhensions parents-enfants. Beaucoup de jeunes penseraient que leurs parents ne les comprennent pas et un grand nombre de parents aimeraient avoir de meilleures relations avec leurs enfants. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui rend si difficile les relations parents-enfants souvent? Et quelles peuvent en être les conséquences sur l'enfant et la cellule familiale? Comment réduire ou éviter les incompréhensions parents-enfants? Ce sont là les questions qui vont meubler notre discussion de cet après-midi. Mais avant, Dodo Waré nous décline l'identité de nos invités. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Casimir Cloutier. Il est éducateur spécialisé et responsable du cabinet d'aide psychosociale La Famille. Edo Misseboupo. Il est secrétaire général de l'UTAP, Union togolaise des associations des parents d'élèves et étudiants. Les élèves du complexe scolaire Sainte-Catherine de Pogan, les élèves du complexe scolaire Kéké de Diaglé. Vous venez d'avoir les informations en plus des deux adultes qui sont avec nous aujourd'hui. Nous sommes avec les élèves du complexe scolaire Kéké de Diaglé. Diaglé, une localité qui est située à 12 km de Lomé, et ceux du complexe scolaire Sainte-Catherine de Pogan, Pogan, une localité située à 20 km de Lomé. Ils vous disent bonsoir en applaudissant. En applaudissant, j'ai dit. Ils sont timides, mais la crème va prendre tout à l'heure. Donc, vous conviendrez avec moi que le modèle familial de notre société a beaucoup évolué et les rapports des parents et les enfants aussi. Donc, les incompréhensions parents-enfants qui minent les relations parents-enfants se traduisent des fois par des conflits à répétition et peuvent nuire à la relation familiale si elles sont intenses et fréquentes, comme je l'ai dit tantôt. Dites-moi, qu'est-ce qui amène souvent ces désaccords entre vos parents et vous, Rebecca? Bonsoir, chers téléspectateurs. Comme cause des incompréhensions entre parents et enfants, je parlerai principalement des tabous et des interdits, autant pour moi, au sein de nos familles africaines. Comme quoi, nous savons tous que en Afrique, les enfants, surtout les jeunes, ne doivent pas forcément exposer leur corps de manière vulgaire. Mais la jeunesse a tendance à tellement se dénuder, je dirais. Donc, cela peut entraîner des incompréhensions entre les parents et leurs enfants. Parce que quand on s'habille vulgairement, c'est pas bien. Et les parents, eux, ils veulent nous protéger. Et à part cela, Bilali? Bonsoir tout le monde. Pour moi, la principale raison, mais la principale cause de ces conflits, c'est justement la différence de génération. Car des personnes qui ont vécu à une époque qui a prévalu une autre époque ont vu des choses différentes, ont des opinions différentes. Cela les amène souvent à considérer l'époque qui vient après eux, comme, c'est-à-dire plutôt les opinions de ces époques, comme des opinions vraiment divergentes. Là, ce que nous appelons la mode à notre époque est souvent mal vu par nos parents. Et des incompréhensions naissent souvent dans nos débats, bien dans nos rapports, dans nos discussions. Merci. La mode, ne pas exposer son corps. Et qu'est-ce que Béni et Joe pensent de la question? Je me nomme Béni et Joe, je suis en seconde CD au complexe scolaire Sainte-Catherine. Bon, pour cette question, je peux dire, je peux toucher la puberté chez nos jeunes. Chez vos jeunes ou chez vous? Chez nous, nous sommes des jeunes. Bon, lorsque nous atteignons nos âges de la puberté, il y a des désirs qui viennent. Normalement, nos parents doivent... Quel désir, par exemple? Par exemple, se comporter comme les autres et fréquenter les mauvais camarades et faire des choses... Tu veux dire avoir un copain, par exemple? Appelle un chat un chat. Oui. Pas l'animal qui miaule. Pas l'animal qui miaule. Oui, par exemple, prendre des copains. Avoir des copains, oui. Pour créer des désaccords entre vos parents et vous. Oui. Et tu sais pourquoi ils n'aiment pas? Tu ne sais pas?
Oui, nos parents nous aiment, donc ils veulent que nos avenirs soient meilleurs. Est-ce que Donc, vous le comprenez toujours ainsi? Je ne pense pas. Déborah? Bonjour, je réponds au nom de Améliola Déborah Ablavi, élève au complexe scolaire Sainte-Catherine. Je suis en terminale A4. Selon moi, l'une des principales causes de ce fait aujourd'hui, c'est l'écart entre les générations. Non seulement ça, les pressions que les parents ont eu à subir lors de leur jeunesse, lors de leur éducation, ce n'est pas la même pression, les mêmes pressions que les enfants, les jeunes d'aujourd'hui subissent. C'est ça qui on peut amener des incompréhensions entre les parents et les enfants. Et aussi, il y a un manque de connaissances par rapport à l'éducation de l'enfant qui se révèle chez les parents. Il y a ça aussi. Explique-toi. Si je dis un manque de connaissances, le parent ne sait pas réellement à quel âge l'enfant doit entreprendre certaines réactions. Il ne sait pas comment l'enfant réagirait par rapport à son attitude à un âge donné. Là, c'est un manque de connaissances chez le parent. Donc, tu voulais dire que les parents doivent savoir prendre l'enfant selon son âge. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ornella? Bonsoir, téléspectateurs. Je me nomme Hila Coquin-Ornel en classe de première D au CS Kéké. Selon moi, les causes ou les principales conflits entre parents et enfants viennent souvent par le manque de confiance. Je m'explique. Lorsque le parent a certains doutes que l'enfant lui révèle par ses actes, le parent se dit souvent, si par exemple un problème se pose, le parent se dit c'est sûrement lui. Peut-être qu'il pourrait aller dans le sens de demander à l'enfant si c'est lui qui a fait ceci ou cela. Mais il se dit en même temps, par le passé, ce qu'il avait fait, peut-être que c'est lui qui a fait ça aussi. Donc je peux dire que les conflits se viennent entre parents et enfants par le manque de confiance. À cause du manque de confiance. À cause du manque de dans confiance. leur relation. Oui. Zipporah? Merci pour la question. Je me nomme Fatia Zipporah. Je suis en terminale A4 au lycée Sainte-Catherine. Bon, mes camarades ont déjà presque tout dit. Tu es sûre? S'ils avaient tout dit, je n'allais pas te donner la parole. Je veux juste ajouter ceci. Bon, comme l'a soulevé Déborah, il faut que les parents apprennent à connaître leur enfant. On ne refuse pas. La faute vient souvent des enfants. On veut qu'ils cherchent maintenant à se montrer. Quand l'enfant atteint un âge donné, il cherche des choses que le parent juge mauvais pour lui. Les parents ayant vécu des choses par le passé, ils cherchent à nous protéger. Et parfois, ça devient un peu serrant. Vouloir trop contrôler On vous étouffe. On vous étouffe. Vouloir tout contrôler dans la vie de l'enfant, ça peut amener des conflits. Que l'enfant va à l'école, il voit ce qui se passe, ses amis font ci, mais lui, il est coincé là. Il se retrouve chaque fois à la maison, ses parents disent ci, ça, alors que chez les autres, c'est pas du tout comme ça. Donc ça aussi, ça peut apporter des conflits dans la famille. Les parents veulent tout contrôler. Victoire? Merci pour la question. Je réponds au nom de Aye Victoire Joyce. Je suis en terminale A4 au complexe scolaire Sainte-Catherine. Bon, moi, je trouve que la principale cause, c'est la différence d'éducation. Parce qu'avant, nos parents, l'éducation qu'ils ont reçue, c'est juste leurs parents qui les éduquaient. Ils disaient, fais pas ci, fais pas ça. Alors que nous, maintenant, cette nouvelle génération, nous sommes éduqués pas à l'école. En même temps, à la maison, nous éduquons à la maison. En même temps, nous fréquentons d'autres lieux, d'autres milieux. Et tout ça, ça devient des éducations différentes qu'on acquiert. Et là, on ne sait plus quoi prendre. Mais si tu arrives à résumer et tu te comportes comme tu veux, tu crois que c'est bon, là, les parents n'ont pas la même vision de l'éducation que toi. C'est différent. Et maintenant, tu as de nouvelles réactions à la maison. Ils disent, oh, pourquoi cet enfant réagit comme ça, alors que ce n'est pas ce qu'on lui enseigne à la maison. Mais là, c'est ça qui cause le confiance. Les incompréhensions. Oui, les incompréhensions. Donc vous êtes exposé à plusieurs sources d'éducation. Oui. Et ça vous trouble des fois. Oui, vraiment. OK. C'est ça. Casimir, merci beaucoup.
Comme je suis en bleu, comme... c'est quel complexe là? Kéké de Djaglé. Ok, moi je viens aussi de Kéké de Djaglé. Merci beaucoup madame pour la question. Je suis plutôt ému par tout ce que mes jeunes frères et sœurs ont dit parce que ils ont dit des choses qui en réalité dépassent leur niveau. À mon avis, parce que ça veut dire qu'ils sont très cultivés. Je les félicite, je félicite également leur école pour ça. Alors moi je voudrais aller dans ce sens un peu plus technique pour dire que ce qu'ils ont dit, je vais résumer par certains mots seulement et dire que c'est la transmission des erreurs éducatives en réalité. J'ai été éduqué comme ça, voici comme ça selon mon enfant. Mon papa ne permettait pas ça, voici pourquoi je suis arrivé à devenir ceci. Croyant que l'enfant pourra aussi bien, devra devenir comme moi. Une erreur éducative à transmettre. Les parents ne sont pas préparés, ne sont pas éduqués eux-mêmes, ne sont pas allés à l'école de l'éducation pour pouvoir mieux éduquer leurs enfants selon les temps et les époques, selon les circonstances et les événements. Ça, c'est l'erreur de base que tout parent cumule. Maintenant, qu'est-ce qui a favorisé ça? Je dis d'abord qu'il y a la jeunesse qui devient parent trop tôt. Les gens deviennent parents quand ils n'ont pas encore achevé même leur cursus scolaire, leur propre éducation. Donc, l'erreur de base est là. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche maintenant les conflits? Très souvent, c'est la pression de tous les jours que les parents subissent au travail, leur énergie débordante, tout ce qu'ils accumulent. Ils reviennent à la maison maintenant, voilà l'enfant aussi qui veut s'affirmer, qui veut prouver aussi que lui aussi il existe, que lui aussi il est là, ce qui est normal par rapport à son processus de développement. Et maintenant, la confrontation de ces deux-là, ça prend. C'est tout. Donc, les conflits parents-enfants sont causés d'abord par le manque de préparation des parents, les parents qui sont immatures eux-mêmes, qui traînent avec eux des tares, des difficultés, des insuffisances éducatives avec eux-mêmes. Ils les traînent d'abord avec des enfants qui doivent naturellement éprouver un certain nombre de lacunes liées à leur niveau d'éducation, liées à leur âge, liées à tout ce qui est actuel et moderne. Et la confrontation de ça, le parent, lui, il trouve en tout ce que l'enfant fait comme une provocation. Au lieu de le comprendre clairement que lui-même, il faute, et puis l'enfant doit éprouver ça, et ça devient le coup de tonnerre. Pour conclure, et revenir à la dernière intervenante, l'élève, en disant qu'ils sont plus... Exposés à 3 sources d'éducation. Je disais que c'est minuscule par rapport à ce que nos parents ont vécu. Avant, dans la société africaine, c'est la communauté qui éduquait. C'est la communauté, ce n'est pas papa et maman. Ben, moi, je voyais, jusqu'à quand on était encore très petit, ben, il y a des gens qui venaient des quartiers très lointains nous frapper parce qu'on faisait des erreurs. Mais je vous assure, l'enfant était éduqué. Des gens qui n'avaient aucun lien avec vous. Aucun lien avec vous, vient, il impose, alors que c'est peut-être quelque chose que ton papa t'aurait indiqué. Mais pour lui, ce n'est pas admis ce n'est pas la norme de la société dans laquelle on vivait, dans ce temps-là. Donc, c'est aujourd'hui plutôt l'éducation est revenue à un nombre plus restreint qu'avant. Et avant, depuis toujours, il y a toujours les écoles en Afrique. Et l'école africaine d'alors était plus rigoureuse que de nos jours. Il est vrai que c'est nuançable ce que je viens de dire, mais est-il que l'éducation a toujours eu des origines, des sources multiples, diversifiées depuis toujours. Donc ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison valable. Victoire, on t'a battu en brèche. Voilà. Monsieur Boupa, je voudrais d'abord vous remercier pour votre disponibilité. Vous êtes parents, grands-parents, vous avez été enseignant et vous êtes actuellement le secrétaire général de l'Union des associations des parents d'élèves étudiants du Togo. Oui. Que pouvez-vous nous dire sur la question par rapport aux causes possibles qui génèrent les conflits entre les parents et les enfants? Merci, Pélagie, de m'avoir associé à cette émission. Je vous en prie. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Le sujet que vous avez mis sur la table est un sujet assez important à notre époque. Et je suis agréablement surpris du niveau des enfants qui sont intervenus dans ce débat-là. Et je vois vraiment que l'école togolaise avance. Oui. Bon. Mon frère Casimir a tout dit. Il a dit que l'éducation d'antan était une éducation communautaire. Je vais vous donner un exemple tout court. Mon grand frère avait fait l'école buissonnière. Et vers 9h, il y a un monsieur qui le rencontre dans la rue, avec sa tenue scolaire, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais dans la rue à ce moment-là » Il dit qu'il a été renvoyé par l'instituteur et que pour non-paiement des collages.
le monsieur de bonne foi l'a amené chez l'instituteur pour lui dire qu'il va essayer de contacter le parent, qu'il ne connaissait pas, et pour que ça soit réglé. Et quand mon grand frère arrivait devant à la porte de la classe, tous les enfants se sont levés. Mais, hé, d'où tu sors? Le maître n'a même pas encore parlé. D'où tu sors là? Et le monsieur a abordé l'instituteur, lui a dit, je l'ai rencontré dans la rue, il dit qu'il a été renvoyé par vous pour non-paiement des collèges. Et l'instituteur s'est étonné, il a dit que c'est l'un des tout premiers parents qui a payé la totalité de l'école. Et séance tenante, et l'enseignant l'a sévi, lui a donné une punition corporelle. Le monsieur aussi a ajouté sa punition, et ce n'est pas fini. À 11h30, le monsieur s'est pointé devant la classe. Il a pris sa main, il a amené mon grand frère à la maison. Et il a dit à mon papa qu'il a trouvé dans la rue, il lui a menti, il l'a amené à l'école, mais qu'il le ramène ici pour qu'il sache qu'il ne va pas à l'école quand il sort de la maison. Ah. Mon papa aussi a ajouté sa punition. Et depuis ce jour, mon grand frère n'a jamais manqué l'école jusqu'à la fin de sa scolarité. Donc c'est pour vous dire que, comme il a dit M. Casimir, c'était l'affaire de tout le monde. Et c'est pas évident que dans le temps, qu'on voit des enfants prendre des choses, comment on appelle? Des dreads. Des garçons faire des tresses dans la rue. Ce n'est pas évident. Qu'on le connaisse ou pas, n'importe qui le verra dans la rue, dans cette tenue, ne pourra pas accepter. Et va essayer d'aller se plaindre jusqu'auprès de son père pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais de ton enfant à la maison ?» Donc c'était une éducation communautaire. Or, maintenant, nous avons une famille nucléaire et qui se résout à papa, maman et aux enfants. Et on assiste à des scènes, je vous ai dit que je suis enseignant, on assiste à des scènes où des individus donnent des corrections aux enfants dans la rue et des parents interviennent pour dire qu'ils n'ont pas le droit. Le droit de toucher leurs enfants. Alors donc, vous voyez la différence selon les époques. Les choses ont évolué de la mauvaise manière, oui. Apparemment. Le problème d'incompréhension entre parents et élèves aujourd'hui, c'est que nous constatons que la rue éduque plus les enfants que nous les parents. Ils pensent que tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur les médias, ce que leurs camarades leur inculquent, c'est ça qui est la meilleure éducation. Quelque part, ils ont raison, mais je ne pense pas que c'est comme ça que les choses se passent. De l'autre côté, les parents ont dit, nous avons reçu une éducation rigide qui nous a formés, qui a fait que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne le regrettons pas. Je veux que tu sois comme moi demain. Ça fait conflit. Je vais raconter une autre histoire. Pas plus tard qu'hier, j'ai rendu visite à un grand cousin. Et j'ai constaté que ça ne va pas à la maison. Sa fille aînée, qu'il chérissait bien, il n'arrive plus à communiquer. Mais ils habitent toujours dans la même maison. Oui. La fille est universitaire. Et quand j'ai voulu en savoir plus, le papa me dit, il ne peut pas avoir une fille qui le commande à la maison. Il ne peut pas avoir une fille à qui il doit donner des ordres, il ne veut pas exécuter. Parce qu'il est universitaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui l'ai mis au monde.
Donc, le parent était remonté. Je lui ai dit de se calmer. On va voir, on va trouver une solution. J'aborde la fille. Je lui dis, écoute, ma chérie, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es la chérie de ton papa que je connais. Quand je viens ici, vous êtes toujours ensemble, vous causez, vous riez ensemble, etc. Mais ça n'a pas l'air d'aller maintenant. Elle me dit, laisse-moi ce con-là. J'ai dit, il faut que tu rectifies ton langage. Oui, vous voyez à quel point ça est arrivé. Et je lui ai dit, mais quel est ton problème? Il dit qu'il est trop autoritaire, il veut contrôler sa vie. Tu vis chez ton père. C'est lui qui est tout pour toi. Le père me dit, cet enfant-là sort quand elle veut, elle revient quand elle veut, elle ne veut rien faire à la maison, soit disant qu'elle est étudiante. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et alors, ça fait un conflit vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Nous allons revenir tout à l'heure sur la suite. Maintenant, dites-moi, lorsque ces moments d'incompréhension surviennent entre vos parents et vous, comment vous les vivez, Rebecca, en tant qu'enfant? En tant qu'enfant, je dirais que ces moments sont vraiment terribles parce que nous, les enfants, les jeunes, on est assez inconscients, assez immatures. On n'est pas vraiment... Personnellement, toi, comment tu le vis? Personnellement, c'est vraiment stressant parce qu'à la maison, il y a cette tension. Quand tu rentres de l'école, tu es stressé, tu es fatigué, tu veux te détendre un peu. Maman aussi revient avec ses soucis, elle se rappelle que voilà, c'est comme ça. Il y a eu un petit souci entre vous. Exactement, elle serre la mine, tout ça. Des fois même, c'est difficile d'aller manger à table parce que voilà, on se réunit ensemble. Mais là, tu dois faire face, vous devez discuter, vous ne pouvez pas rester en silence comme ça. Mais tout le monde se tait et c'est pas facile à vivre. Pour toi, c'est stressant, pas facile à vivre, Bilali? Pour ma part, dans notre famille, lorsque ces conflits surviennent, j'ai beaucoup de mal à rester à la maison. Lorsque je suis à l'école, ça occupe beaucoup de mes pensées. Parce que devoir revenir à la maison et me dire que je vais encore rencontrer le papa ou la maman et que nous allons encore devoir crier dans la maison, sincèrement, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Lorsque vous êtes à l'école, nous avons la chance de nous détendre. Avec les cours, tous ces trucs-là, nous oublions la tension. Avec les camarades. Oui, avec les camarades, il y a des moments de causerie pour pouvoir oublier ces moments-là. Mais une fois que l'heure est venue de rentrer à la maison, sincèrement, on a vraiment... Sur le chemin, des fois, il faut marcher, frapper les cailloux, réfléchissant. Vraiment, ça donne vraiment... Pour se défouler le temps de se préparer pour gérer. Une fois que vous rentrez à la maison, en même temps, l'atmosphère change. Il faut reconnaître que... Bon, c'est pas facile à vivre. Ce n'est pas du tout facile. Merci beaucoup. Victoire? Merci pour la question. Par rapport à moi, en tout cas, quand je me suis confrontée à ce genre de choses à la maison, je deviens très réservée. Je ne parle plus à personne, je ne parle pas à mes parents. Tu ne parles plus à personne? Tu ne parles plus aux parents? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il me parle. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il te parle. Je reviendrai à toi tout à l'heure. Ornella? Bon, je peux dire quelque chose? Oui, rapidement. Juste parce que c'est vrai, si je sais que j'ai tort, même si j'ai pas tort, je demande pardon, mais vous savez, des fois, nous avons des parents qui sont un peu sévères. Bon. Je ne sais plus quoi faire, donc je ne parle plus. C'est mieux, non? Un peu sévère. Un peu sévère, donc. OK. Bon, pour ma propre expérience, je peux dire que ces moments ne sont pas faciles à vivre. Ça agit même sur la concentration à l'école. Lors du cours, on pense à chaque fois, on se dit, arrivé à la maison, le encore, la tension d'hier, on n'est pas du tout à l'aise. À chaque temps, on pense à ça. Il y a aussi, on est pensif. On se sent délaissé, on manque d'amour. On n'arrive même plus à se confier à nos parents. Même si on a des problèmes, on se dit, non, si je vais maintenant, il va se rappeler de la veille et il va se réserver, il ne va pas vouloir m'aider. On se fait des idées auxquelles il ne devait pas eu lieu d'avoir. Mais on se dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas aller à la maison. Même des fois, on termine tôt, on dit non, je vais traîner un peu, on passe par-ci, par-là. Donc l'incidence sur vous est très grande. C'est très grande. Ça ressemble des fugues. Merci pour la question. Bon, moi, personnellement,
avec ma maman, quand on a un problème, parce que papa n'est pas là, donc quand on a un problème, on essaie de régler ça en même temps. Ok. Si c'est la veille, ça se passe et que maman est très, très, très remontée, j'essaie de ne pas parler. Je la laisse parler, elle crie, elle dit tout ce qu'elle veut. Moi, je ne parle pas. Même si parfois j'ai l'envie de lui répondre, j'essaie de me contenir. Et après, j'y vais. Si jamais j'oublie, je vais à l'école avec, alors là, je ne vais pas sur le coup. Une mauvaise journée. Je l'oublie. J'oublie carrément les profs, les leçons, tout. Toute ma pensée se concentre sur maman. Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle est toujours facile contre moi ou pas? Même si j'ai tort. En fait, tu es ou bien- déconcentrée Oui, à l'école. je n'arrive pas à penser à rien d'autre que ça. D'accord, merci Donc, une beaucoup. fois rentrée à la maison, j'essaie de régler le De problème. régler avec elle. Déborah? Merci pour la question. Déjà, j'aimerais revenir aux causes. Il y a, Nous sommes au niveau de comment vous les vivez. oui, Mhm. il y a une sorte de l'isolement qui se fait au niveau des enfants. Les parents qui ne parlent pas des problèmes qu'ils ont à leur enfant, ce qui crée un flou dans la tête de l'enfant. Et si l'enfant a ce flou-là, il n'arrive pas à bien se comporter à la Tu maison. voudrais que les parents puissent se confier à leurs enfants, leurs enfants. partager leurs soucis avec leurs Voilà, enfants. exactement. Pour que l'enfant ne puisse pas avoir ce flou-là qui va le conduire à avoir des comportements qui ne sont pas conformes aux normes familiales. Et aussi pour les manifestations où comment on vit ces incompréhensions-là. Le stress, certes, c'est très difficile pour les enfants de vivre ça. Le stress, la déconcentration et tout ça, ça conduit directement à la dépression chez l'enfant. L'enfant est dépressif, il ne veut plus parler à personne. C'est la dépression. Et après, je peux évoquer aussi le fait que l'enfant soit... L'enfant, toi-même, comment tu vis ça? L'enfant se crée... Comment tu vis Je ça? me crée Voilà. de l'espace. Je veux de l'espace. Je veux Ok. rester dans ma On te zone. laisse seul pour quelques Voilà, instants. voilà comment j'arrive à gérer Et tu les rentres dans ce incompréhensions. mutisme-là jusqu'à ce que... Un des parents m'approche. Même s'il m'approchait, je restais toujours Tu ne froide. fais jamais le pas? Non, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Erreur monumentale. Béni. Bon, pour moi, personnellement, ces moments, c'est vraiment très, très, très stressant. Parce que moi, lorsque ces moments viennent, on pleure même. Tu Je pleures. oui, oui. Je pleure, je me Ah, demande... tu es super sensible. Oui, je dirais. Je me Et demande... pourquoi tu pleures? Lorsque tu te rappelles le fait de la scène, tu repenses... Ah, c'est vraiment très, très, très stressant. Donc, je pleure rapidement. Donc, on pleure et puis je sors prendre un peu de l'air, chanter un peu. En tout cas, ça dépend. Tout le monde peut faire ce qu'il aime bien faire. Et puis, lorsque tu fais ça, des instants après, tu reviens normalement. Tu te détends. Oui, et un puis, peu. Lorsque tu reviens, ça va l'atmosphère. Avant de donner la parole aux adultes qui sont avec nous, permettez que nous suivions cette interview que nous a accordée Mme Suedjede, qui est la directrice exécutive de l'association Précieux Trésor de Vie. Elle nous parle des attitudes que parents et enfants devraient adopter lorsqu'il y a incompréhension. On regarde. J'aurais aimé intervenir. Incompréhension parents-enfants. Je vais parler de 3 principales causes. Il y a la quête de liberté de nos enfants, surtout à l'adolescence. On veut être libre, on veut faire ce qu'on veut, on veut décider par soi-même. Donc, ça crée des conflits parce que le parent aussi n'accepte pas tout. Tu veux sortir la nuit? Ben non. Moi, je connais ce qui peut en découler. Je ne peux pas te laisser sortir la nuit comme tu veux. Il y a également le fait que les enfants continuent à dépendre des parents. Tant que tu dépends de moi, j'ai quand même une responsabilité par rapport à toi. J'ai quand même mon mot à dire. Et les conflits d'opinion créent les conflits entre les parents. Je vais également parler des choix. Nous, parents, ne sommes pas de la même génération que nos enfants. Et les choses changent. Nos enfants vivent suivant leur temps. Nous restons souvent ancrés dans ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu comme éducation. Selon l'âge, les conflits ne sont pas les mêmes et le comportement du parent ne doit pas être
le même. Lorsque ces incompréhensions surviennent, quelle attitude parents et enfants doivent-ils adopter pour ne pas voir s'effriter la cohésion de la cellule familiale? Il faut que chaque partie fasse l'effort de comprendre l'autre, que l'enfant comprenne que le parent reste le parent et est responsable de sa personne. Le parent ne peut jamais vouloir du mal à son enfant. À peut-être quelques minimes exceptions près, un parent veut toujours du bien pour son enfant. Même si ce que le parent dit n'est pas du goût de l'enfant, l'enfant doit comprendre que c'est par amour que le parent le fait. Et si l'enfant le comprend, il ne le prendra pas mal. Il ira à la discussion pour expliquer. Et le parent aussi doit rester dans cette disposition pour dire, mon enfant, si je t'interdis ceci, c'est parce que... Donc, on va au dialogue, mais en se comprenant mutuellement, en comprenant qu'on n'est pas de la même génération et ça passe. Il faut que les parents respectent aussi la vie privée des enfants, arrivé à un moment. Les enfants ont besoin de leur intimité parfois. Vous verrez certains parents ouvrir la porte sur les enfants n'importe comment. L'enfant va réagir et ça peut créer des conflits. On ait confiance à nos enfants, tout en posant des limites et tout en restant ferme. On donne quand même une certaine confiance en l'enfant pour son épanouissement, pour qu'il grandisse aussi. En fait, il faut qu'à un moment, on laisse les enfants aller, faire parfois leurs expériences. C'est vrai, pas toutes les expériences, mais il faut quand même les laisser parfois faire des expériences, échouer pour apprendre de leurs échecs. Et c'est quand on ne donne pas confiance à son enfant qu'on veut tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Il faut que les parents arrivent à un moment à lâcher prise et les conflits peuvent passer ainsi. Merci beaucoup. J'interviens par rapport à son intervention. Oui. Rapidement, si vous permettez, par rapport à ce que les jeunes frères et sœurs ont dit d'avance. Je voudrais les rassurer tout à l'heure que celles qui pleurent, celles qui ont très mal des conflits à la maison, vos parents en ont plus que vous. Pour être au centre des deux parties. Quand je vois des parents pleurer à mon bureau parce que ça ne va pas avec leur enfant, vous imaginez un peu, vos parents ne pleurent pas parce qu'ils n'ont pas mal. Les parents ont plus mal que vous. C'est ce que je voudrais dire avant d'intervenir sur l'intervention de Mme Seudier qui fait de gros travaux en matière de l'éducation, des situations entre parents et enfants. Elle a retracé tout. Elle a retracé tout. Ce sur quoi je voudrais l'appuyer, sinon faire une confirmation dessus, c'est que, au fait, les parents se sentent surpris. C'est-à-dire, ils jouent à l'étonner, en fait, devant le fait. C'est comme s'ils n'établissent aucun plan de départ avec l'enfant. Dès le bas âge, on n'a pas appris à l'enfant à revenir à la maison à l'heure. On s'en fout. À partir du moment où l'enfant commence à pousser les seins, on intervient brusquement pour commencer par contrôler son ordre de retour. Parce que quand on se fait les idées que l'enfant ne revient pas tôt parce qu'en temps, elle fait des détours quelque part chez les hommes. C'est absurde. Quand vous n'établissez pas les règles claires avec les enfants dès le départ, il y a un problème. Alors, si les règles n'ont pas été établies claires dès le départ, il faut se rattraper en tenant compte de la vie des enfants. C'est ce que je voudrais confirmer dans ce que Mme Seudier a dit. Il faut tenir compte des avis des enfants, pas exécuter ce que les enfants disent, non. Mais tenir compte de la vie des enfants. Je voudrais que tu reviennes désormais à la maison à partir de 20 heures au plus tard. Mais écoutez l'enfant, peut-être parce que l'enfant revient à 21 heures, parce qu'en temps, ils ont des rattrapages à faire à l'école. Peut-être son parcours, elle évitait un coin noir ou bien elle était harcelée quelque part ou elle doit désormais faire un long parcours avant d'arriver à la maison. Écoute-la. Pourquoi est-ce que tu reviens? Il y a communication. Il y a communication. Il faut écouter l'enfant. Les parties où l'enfant semble être embrouillé, vous lui expliquez clairement pourquoi est-ce que vous ne rejetez pas son avis, mais pourquoi est-ce que vous devriez faire ceci d'abord. Je pense que les parents doivent aller vers la tenue compte des avis des enfants, très important, pour que les relations entre parents-enfants soient améliorées. Autant que le style éducatif sera autocratique, sera autoritaire, il y aura toujours des chicanes. Il y aura toujours des conflits. Voilà. Monsieur Boupon, vous vouliez intervenir avant la diffusion de la vidéo par rapport à, à Déborah qui a dit qu'elle ne fait jamais le pas. Oui. Et vous avez dit erreur monumentale. Erreur monumentale. Parce que je pense que d'un côté comme de l'autre, comme a dit M. Casimir, il faut que les parents soient à l'écoute de leurs enfants. Mais ce n'est pas facile. Suivant l'éducation que nous avons reçue, ce n'est pas facile. Et je pense que les enfants doivent savoir que
à côté de leurs droits, il y a leurs devoirs. L'enfant doit obéissance totale à ses parents. Et pour ce faire, quand il y a un problème, que l'enfant est surtout la plupart du temps, c'est les mères qui sont des facilitatrices dans la famille. Il n'a qu'à approcher sa maman, lui dire, voilà ce que je ressens. Et ce que on nous enseignait, c'est qu'on va très tôt le matin voir papa pour lui dire, papa, je veux m'excuser. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et moi. Et malgré ces remontrances et tout ça là, il va s'apaiser. Encore que la maman est là pour jouer à la facilitatrice. Or, quand tu dis, ah, mon père là, je vous ai parlé de ce que j'avais vécu hier. Un enfant qui tombe son père de con. Par rapport à votre exemple, les deux, comme sur l'opposition, absolument, la communication sera très difficile. Maintenant, comme le temps nous court après, je voudrais que nous parlions des conséquences possibles que ces désaccords peuvent amener sur la vie de l'enfant et sur la cohésion de la famille. Ok, merci beaucoup. La bonne nouvelle est que les conflits entre parents et enfants ne sont pas totalement de mauvaises choses. D'accord ? Ça va devenir absolument de mauvaises choses à partir du moment où on en fait une très mauvaise gestion. Parce que quand les conflits adviennent, ça permet aux enfants de réaliser que la vie n'est pas toujours comme on le souhaite, mais il y a des problèmes maintenant. Quand on apprend à l'enfant une résolution adéquate, quand on résout de manière digne devant l'enfant, l'enfant apprend indirectement la résolution des conflits multiples bien dans la vie familiale que sociale. Alors, c'est à partir du moment où on n'en fait pas une bonne gestion en termes de résolution que vous voyez ce que tous les jeunes frères et sœurs ont cité, ils perdent concentration totale. Ça va directement sur leurs résultats scolaires. Si c'est le jour-là qu'une évaluation a été faite à l'école, les conflits n'attendent pas les jours de non-évaluation. Si c'est le jour où les parents ne savent pas ça, le parent, lui, il crie parce qu'il manque d'argent de poche pour demain, et l'enfant, lui, il encaisse ça pour demain. Donc, ça voudra dire que si une mauvaise gestion est faite de ces conflits ou bien difficultés de relations entre parents et enfants, ça voudra dire que sur l'enfant, directement, il y a d'autres ont évoqué l'aspect de dépression. Les enfants dépriment sans qu'on ne le sache. Les enfants dépriment, les enfants se déboussolent facilement, ils perdent le fil. Et maintenant, sur le plan familial, une famille, je le disais tantôt, le papa pleure, la maman pleure à mon bureau chaque fois. Une famille dans laquelle le papa pleure pour le même problème, l'enfant pleure pour le même problème, c'est qu'à la maison, ça ne va pas. C'est vous qui croyez que vos parents jouent au dur. Ils jouent au dur, effectivement, mais ils sont plus faibles que vous. Ils sont plus fragiles que vous. Donc, ça veut dire que dans la famille, la cellule familiale est disloquée. La famille, au-delà de ça, nous nommons ça une famille inexistante. La famille est là physiquement, mais nous nommons ça inexistante. C'est-à-dire que la famille même le papa va au boulot, il est improductif. Votre maman va au marché, il revient, il se plaint encore qu'elle n'a pas vendu, parce qu'entre-temps, elle a perdu l'attention qu'elle devrait aussi. Donc, sur l'ensemble des parties, les conflits d'avantages, personne, surtout si une mauvaise gestion s'en suivait. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Boupou. Oui, je voudrais ajouter à ce qu'il a dit que le conflit entre enfants et surtout pères, ça réjaillit sur la maman. Et l'exemple que je vous donnais hier, quand j'ai approché mon grand frère, après avoir écouté ma fille, pour lui dire qu'il faudrait qu'on s'entende, pour qu'il puisse écouter sa fille, il m'a dit tout simplement, il ne veut pas la rencontrer. Tout ça, c'est la faute à sa maman. Carrément, il a rejeté ça sur la maman. Tu fais ceci, tu fais cela, tu ne dis pas ça à ton enfant. J'ai dit non, grand frère, c'est pas comme ça que ça se règle. Et la maman n'a pas voulu se faire compter les choses et elle aussi a voulu se mettre sur ses chevaux. J'ai dit, elle voulait se faire entendre. Oui. Et je leur ai dit, je vais revenir pour qu'on en parle. Mais pour le moment, s'il vous plaît, le problème entre papa et la fille ne doit pas rejaillir sur la mère. Et j'ai dit que je vais revenir donc, pour cela affecte automatiquement
la relation qui lie papa et maman. Complètement, c'est un circuit dangereux et ce n'est plus affaire de fille et père, mais c'est devenu une affaire de famille. Oui. Merci beaucoup. Il y a tellement de questions, mais je voudrais que nous parlions un peu de comment réduire ou éviter les incompréhensions par enfant. Voilà, Moi, je pense, pardon, vous permettez, je pense que quels que soient les cas, le père doit instaurer un dialogue permanent. Même si l'enfant ne fait pas le pas. Oui. Comme il n'a qu'à l'appeler. Déborah, par exemple. D'un côté comme de l'autre, chacun peut faire le pas. Ok. Chacun peut faire le pas pour pouvoir... Quelle que soit la sévérité du père. Quelle que soit la sévérité du père. Et dans ça, dans la famille traditionnelle dont je suis issu, c'est la maman qui facilite les choses. Okay. Quelle que soit la chaleur que le père vomit, entre parenthèses, la maman sait les mots qu'elle doit utiliser pour le calmer et faire venir son enfant à se faire comprendre par son papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Casimir. Pour éviter ou réduire les conflits, je vais inviter une fois de plus les parents à l'école des enfants. Très important. Parce que dans le cas d'espèce, moi je comprends la position des enfants. S'ils ne veulent pas faire le pas, non seulement c'est difficile pour eux, de par leur niveau de croissance, mais aussi surtout parce que le problème est advenu parce qu'entre-temps, l'adulte n'a pas su jouer sa partition. Donc c'est difficile, c'est un exercice trop difficile aux enfants. Alors, si les enfants arrivent à le faire, bravo. S'ils n'arrivent pas à le faire, moi, je reviens sur les parents. Il faut que les parents aillent à l'école des enfants, comprendre les faits et ne pas surestimer ou bien exagérer sur le comportement ou bien les propos des enfants ou dramatiser la situation et créer des situations non résolvables. Donc, c'est la première chose, il faut que les parents aillent à l'école des enfants. La deuxième chose, il faut que les parents apprennent vraiment, vraiment à se maîtriser. Devant de petites situations, le parent qui s'enflamme ou se retraite sur lui-même et serre la mine pour 1 mois, pour 2 mois, pour 2 semaines, parce que ça lui permet de dérober ou bien de quitter ses obligations familiales. C'est absurde ce que nous voyons. Et si nous demandons aux enfants de faire le premier pas, il y a des non-dits. Parmi les causes que je ne voulais pas évoquer circonstanciellement sur le plateau, mais il y a des conflits qui sont d'origine sexuelle. Des parents qui harcèlent leurs filles, des mamans qui harcèlent leurs garçons. Comment est-ce qu'un papa qui harcèle sexuellement sa fille, il peut aller traiter le matin pour s'excuser? Ce n'est pas possible. Donc, intrinsèquement parlant, il y a la cause réelle du conflit, il y a l'origine réelle du conflit. Et il y a les non-dits dans des familles auxquelles ni le papa, ni la maman, ni l'enfant ne peuvent pas porter solution. Il faut des fois faire appel à une personne externe qui est un spécialiste. Il faut des fois se confier. Il faut des fois, des familles entières ont besoin de thérapie, ont besoin de l'accompagnement. Ils ont besoin de l'appui. Donc, quand le conflit devient exagéré, si je peux le dire, faites appel à des personnes étrangères. Étrangères, mais pas à une famille lointaine, pas à un oncle qui peut venir empirer les choses, mais faites tout simplement appel à un spécialiste. Il y a les psychologues qui sont pleins, il y a les travailleurs sociaux qui sont pleins. Faites appel à l'aide. Quand ça ne va pas, faites appel à l'aide. Pour terminer, moi, je rappelle aux parents que si ça continue comme ça, c'est vous les grands perdants. Parce que les parents, à leur vieux temps, ils disent « Oh, les enfants ne s'occupent que de leur maman ». Mais est-ce qu'au moment où tu étais encore jeune, tu avais encore de l'énergie, est-ce que tu as appris est-ce que tu as pu faire naître cette intimité entre tes enfants et toi? Entre tes enfants et toi, ce n'est pas à tes vieux jours, ils vont être là. Tu as besoin de l'argent, ils te font un transfert, ils ne viendront pas te voir. Donc, ils te font un transfert Timoni ou Flouze? Flouze, mais pourvu qu'ils soient sur place. Allez, si on te fait manigramme comme ça, tu restes là-bas, mais ce n'est pas de l'argent, tu as besoin en réalité. Tu as juste besoin que, allô papa, comment ça va, pour que tu guérisses. Donc si vous continuez cette posture-là, continuez pas à reproduire ce que les parents vous ont fait. Vous avez été coriace pour vous en sortir. Les enfants d'aujourd'hui ne le peuvent pas. Si vous êtes sur votre position, moi je le dis chaque fois, haut et fort, si vous tenez à votre position, c'est vous qui êtes les grands perdants. De toute façon, la rue est là, la télévision est là, les réseaux sociaux sont là pour former vos enfants, pour les amener à faire ce qui va vous amener à la perte totale. Ceux qui s'en sortiront, c'est vous qui serez encore des perdants à la fin. Donc il faut que les parents reviennent à l'école des enfants. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Missé-Boupor, comment réduire ou éviter ces incompréhensions? Non, Casimir a tout dit. J'ai dit tout à l'heure que nous devons être à l'écoute de nos enfants. Et c'est important. Notre époque est révolue. Nous avons eu une éducation rigide
et que les enfants pensent être une éducation surannée. De l'Antiquité. De l'Antiquité. Nous y avons gagné. Nous y avons gagné quelque part. Mais les enfants aussi doivent mettre un peu d'eau dans leur vin. Les deux parties d'ailleurs. Oui, ils doivent mettre un peu d'eau dans leur vin. J'ai reçu un message, la fille me dit qu'elle ne comprend pas son papa. Il ne veut pas la voir avec aucun garçon. Pas à l'école, dans la rue, dans le quartier. Finalement, elle se demande si c'est lui-même qui va la l'épouser. marier. Qu'elle ne sait plus. Donc ça fait que les deux ne s'entendent pas. Est-ce que le parent là ne pose pas des actes de drague vers ces filles que la fille n'arrive pas à décoder? Parce que les cas comme ça, je ne veux pas lire le message est acerbe. Le message est dur. Bon, je suppose que ce n'est pas la fille, je vais donner... C'est pas évident. Hein. Je veux dire que ce n'est pas la fille, là, je parle. Ce n'est pas toujours le cas, mais... Ce n'est pas la fille, là, je parle directement. Pour des cas comme ça, votre papa ne veut vous voir avec aucun homme. Alors que vous avez quand même là, pas de 18 ans, 19 ans, mais méfiez-vous de ce papa-là. Mais il a des intentions obscures. Ou ça, il vous propose un homme clairement, ou ça, lui-même se propose quand il ne sait pas avec quel mot le dit. Des gars comme ça, à quoi ça aboutit, on le sait. On le sait. Vous allez trop vite en besogne, s'il vous plaît. Deux générations. Le papa qui intervient dans la vie de sa jeune fille adulte ne voudrait pas qu'elle arrête ses études à cause de grossesse précoce. C'est en fréquentant les garçons que ça arrive. Donc, il va faire tout pour que cette fille-là garde sa sérénité et sa virginité jusqu'à ce que... Vous permettez que je vous lise ce message. Laquelle virginité, monsieur? Une grand-maman, elle dit qu'elle a 74 ans et que son petit-fils, qui a 16 ans, a une copine de 15 ans et elle ne veut pas voir ça. Elle voudrait que les deux s'occupent de leurs études. Elle a chassé la fille. La fille est revenue menacer la vieille à la maison. Wow. Là, c'est des mineurs, la vieille a raison. C'est des mineurs, la vieille a raison d'écarquiller. Elle est venue la menacer. Menacer. Oui, jusqu'où vous arrivez? Vous me faites peur maintenant. Vraiment. Si les enfants n'ont pas la majorité 18 ans et que le parent peut tout faire, mais pas de 18 ans là, moi je mets ça entre guillemets. Mais la grand-mère là n'a qu'à prendre ses dispositions, les jeunes là prennent des produits pas possibles. Mais au-delà des violences, des menaces verbales, les enfants là sont aptes à tout faire. Ils peuvent venir la violenter physiquement. Donc il faut qu'elle prenne ses dispositions. Les enfants la prennent n'importe quoi dans les rues, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Monsieur dit Casimir va vite en besoin. La réalité d'aujourd'hui, là, il faut être à la guerre, il faut appeler le chat par le chat pour éviter les gros mots, pour éviter que le mal ne s'agrandisse. C'est victoire. Oui, cette année, le ministère de l'Éducation nationale a dit qu'il y a plus de 3000 grossesses précoces. Nous en avons parlé la fois dernière. Quand vous savez qu'il y a ça, voir sa fille avec un garçon, vous avez déjà l'idée que ça va dégénérer. Vous allez la perdre. Mais je vous dis que la seule solution pour ce problème, c'est le dialogue entre la fille. On me pose une question. Est-ce que ça veut dire que nous, tant qu'on n'a pas 18, on n'a pas le droit d'aimer? Voilà justement, madame, aimer est différent de faire relation sexuelle. Ils confondent, oui. Rebecca? Non, mais je crois que pour le cas des mineurs, il faut accepter la réalité. C'est clair, il y a l'influence des réseaux sociaux, tout ça. On sait tous que déjà à partir du collège, 6e, tout le monde commence déjà par avoir des copains, tout ça. C'est aux parents, en fait, d'avoir cette responsabilité de conduire ces jeunes-là, ces jeunes mineurs-là. Ils peuvent autoriser ces relations-là, mais tout en gardant au moins une surveillance sur ces enfants-là. Et tu vois que lorsqu'ils iront coucher ensemble, papa et maman non, seront là. Non, justement, quand il y a une éducation sur ça, quand on sait, on te parle sur ça, tu connais les conséquences. Aller à l'acte. Exactement. Quand il y a une surveillance... Un garçon de 17 ans m'a dit, madame, quand un homme veut coucher avec une femme, il sait comment l'amener. L'homme, c'est le plaisir qu'il cherche, mais la fille ne sait pas. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. C'est un jeune garçon de 17 ans qui m'a raconté ça il y a 2 semaines. C'est une réalité. Il sait comment l'emmener jusqu'à ce qu'elle accepte, même si ses parents lui ont dit ne fais pas. Quelle information sur la société? Mais quand maintenant monsieur dit il faut se méfier, tout ça, on chasse l'enfant de la maison, tout ça, mais ça crée d'autres problèmes encore. Parce que là, ils iront derrière le fer et ça sera plus grave après.
Et ça sera incontrôlable plus tard. Mais quand on les surveille, on les accompagne, au moins ils seront un peu informés et les risques seront moins. Bien sûr que ceux qui ont chopé les grossesses précoces n'ont pas été informés. Victoire. Bien sûr qu'elles n'ont pas eu les faux. Mais quand même, je crois que ça réduirait les risques quand même. Tu n'as pas répondu à ma question. Elles n'ont pas été informées. Je ne pense pas. Tu ne penses pas. Victoire, tu voulais dire? En fait, je voulais revenir sur ce que Papa a dit. Papa avait dit. Il dit que les enfants, on devrait en fait parler avec eux. Mais vous savez, on devrait juste les surveiller. Si un parent surveille son enfant, on refuse que cette fille-là cause avec des garçons, c'est pour éviter les grossesses précoces. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment surveiller ça? Parce que nous allons à l'école, nous sommes dans les classes avec des garçons, non? Dans des bancs même avec des garçons. Des garçons. Mais ça, c'est... Je ne pense pas que les parents puissent surveiller ça parce que on sommes tout le temps. Moi, par exemple, je termine des fois à 18h quelque chose, je rentre à la maison vers 19h. Vous pensez que si quelque chose pouvait me passer par la tête, je pourrais aller faire quelque chose? Non. Mais c'est parce que j'ai reçu une éducation depuis la maison. Mes parents m'ont enseigné quelque chose depuis que je suis toute petite. Et on va à l'église, on fréquente des gens, on parle tout le temps. Je pense que c'est l'éducation même qui est le socle, qui est la solution. Les parents, problème. Oui, c'est l'éducation qui est la solution. Et le parent peut interdire à sa fille de fréquenter des garçons juste à cause de leur habillement. C'est pas toujours à cause des grossesses précoces. Bon, nous allons tout doucement à la fin de l'émission. De 30 secondes. Par rapport au message de la jeune dame qui dit son papa chasse les hommes autour d'elle, chasse les hommes autour d'elle, dans le quartier, à l'école, à la maison. Et s'il te voit avec un garçon, tu reviens, tu auras chaud. Moi, je dis, je réitère, d'accord? Je ne parle pas à ces filles, comme je l'ai déjà dit, mais s'il y a des filles dans le cas qui ont plus de 18 ans, je les exhorte à être méfiants vis-à-vis de ce papa-là. Parce que sur 10 cas, que nous, on a notre possession, 8 cas comme ça, on finit par aboutir à des harcèlements et on aboutit finalement à des sexes entre... Pas des viols, ils arrivent quand même à manger d'une manière jusqu'à avoir des relations consentantes, mais en réalité moralement forcées. Donc moi je dis, s'il y a un papa qui chasse, le mot est bien clair dans le message, chasse les hommes autour de sa fille de plus de 18 ans, il faut que la fille prenne ses dispositions. C'est très important. Nous n'avons que quelques minutes. Quelle disposition le parent peut faire? Être méfiante. Quand le papa t'invite dans sa chambre à 1h donnée, il faut refuser. Oui. Bon, madame, pour ajouter à ce que les grands ont dit, je peux dire que les parents peuvent raisonner au lieu d'imposer. Par exemple, si à la maison, papa veut que la télé reste, il n'a qu'à nous expliquer pourquoi il veut que ça reste ici. Pour qu'on comprenne et pour ne pas faire d'autres bêtises aussi. Mais s'il impose sans explication, ça nous pousse à faire quelque chose pour qu'il réagisse. Oui, pour qu'il réagisse. Oui, c'est ça, en fait. Vous aimez les interdits. Bravez les interdits. Non, pas comme ça, mais le micro. Surtout quand on nous l'interdit avec de la violence. Okay. En fait, il y a plein de voilà, ça nous pousse à le faire. On a envie de voir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et il interdit avec cette violence. Exactement. Et il y a aussi, l'adolescence, c'est normal. Il y a aussi des parents qui pensent que puisque les enfants sont des enfants, ils sont obligés d'être soumis, quoi. Ils sont obligés d'être soumis. Donc, du coup, s'il y a quelque chose, je dis, non, fais pas ça. Il est obligé, il peut pas faire ça. Alors que l'enfant aussi, lui aussi, il a une tête, il raisonne, il est intelligent. Lui, il réfléchit. Et toi aussi, tu as cette même tête. Et puis, pourquoi tu lui imposes ça? Il va se dire, oh, pourquoi papa me dit ça? Alors que, oui, il faut... Ils en ont à dire, ces enfants. Ils en ont à dire. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le mot de fin, en quelques secondes, Casimir. Oui, je voudrais rapidement lui dire quelque chose. Il ne faut pas que les parents évitent les conflits en permettant tout aux enfants. L'enfant fait quelque chose, il fait une demande. Pour éviter qu'il y ait encore chicane, pour éviter qu'il y ait encore conflit, on dit d'accord, fait. Okay. On dit d'accord, fait. Il faut éviter ça aussi. Il faut accepter des fois que le conflit y est. C'est le parent démissionnaire. Voilà, démissionnaire. Il y a des parents aussi qui ont cet amour excessif aussi. Merci, M. Boupard, pour finir, en 2 secondes. Oui, mais merci pour nous avoir associés à cette émission. Je vous en prie. Je crois qu'il faudrait multiplier ces émissions-là parce que la jeunesse en a besoin. Merci beaucoup. Et les parents aussi en ont besoin. Merci. Et il faut que les parents soient à l'école de leurs filles, de leur progéniture. Voilà. Oui.
et que l'enfant sache que à côté de son droit, il a son devoir. Merci beaucoup. Il doit écouter les conseils de ses parents. Quand bien même parfois c'est dur, le parent impose, qu'ils sachent que c'est toujours pour leur bien. Un parent qui dit « fais-moi ceci, je ne veux plus faire ça ». Par exemple, hier... je crois que nous allons revenir sur le sujet dans la seconde émission dont vous allez parler pour aujourd'hui. Nous sommes à la fin de nos échanges. Chers amis de Podium Jeunesse, la vie familiale, vous le savez, elle constitue une des expériences de vie les plus stressantes et qui, soit elle, exige de grandes capacités d'adaptation à cause des multiples défis à affronter. L'adolescence elle-même est une période de la vie pas toujours facile à gérer pour le jeune et pour ses parents. Heureusement, il est possible de régler les problèmes, de diminuer ces conflits et de pouvoir les gérer pour que la cohésion revienne dans la famille. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie M. Edo Bisseboupo, Casimir Cloutier et les responsables des complexes scolaires Kéké de Djagbélé et Sainte-Catherine de Pougon d'avoir permis à leurs élèves de participer à ce numéro de Podium Jeunesse. Je vous retrouve samedi. Au revoir.